cercle RH, c'est le débat de Smart Job ici à la REF Cru 2025 dans les allées de Roland-Garros pour la REF avec des dirigeantes, des dirigeants, des entrepreneurs et qui se posent évidemment des questions sur le thème de notre débat, les risques psychosociaux. Alors évidemment, ce sont des souffrances humaines, mais ça a aussi un coût pour l'entreprise et on va en parler avec mes invités. Ils sont avec moi. Bruno Berthet, merci d'être avec nous. Bonjour. On est chez vous en quelque sorte aujourd'hui là. Alors, chez nous, c'est beaucoup dire, mais effectivement, on est dans le cadre des universités d'été du MEDEF, de cette trêve qui, pour la première fois, se déroule à Roland-Garros, un très beau site et qui se déroule bien. Qui se déroule très très bien sous le soleil. Vous êtes le président du MEDEF Île-de-France. Absolument. Et on vous écoutera tant par votre parcours professionnel, parce que dans vos fonctions au MEDEF. Absolument. Je suis aussi chef d'entreprise en dehors des responsabilités au MEDEF. Absolument. Et puis avec nous, Jean-Christophe Villette. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Arnaud. Directeur général d'Équilibre et vous êtes vice-président de la FIRSP. D'abord un petit mot sur Équilibre. En quelques mots, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites chez Équilibre? Équilibre, on est expert de l'accompagnement de la santé au travail et de la santé du travail. Et j'insiste vraiment sur cette complémentarité pour à la fois être en capacité d'accompagner les dynamiques individuelles, mais surtout les éléments structurels du travail. Et on en a besoin au regard notamment du sujet dont on parle aujourd'hui. Alors, Bruno Berthet, je me tourne vers vous. Alors, on est aux universités du MEDEF, on parle de grands sujets. François Bayrou était à quelques mètres de là pour faire un diagnostic de l'état de notre pays. Faisons un diagnostic de l'état de nos entreprises et des salariés qui y vivent. Quand vous avez démarré votre carrière, on ne parlait pas des RPS. Ça n'existait pas. Alors, en tout cas, on n'en parlait pas comme ça et le risque associé au RPS était probablement vu de manière totalement différente. La société a beaucoup évolué, donc des fondamentaux restent les mêmes. Le travail, c'est bien sûr un facteur d'émancipation, c'est un facteur de promotion, c'est un facteur d'intégration. Tout ça, c'est très positif. Il y a aussi, malgré tout, un certain nombre de risques qui correspondent et qui aujourd'hui doivent être mieux appréhendés, mieux traités. Je pense que dans les dernières années, mais on va en reparler, bien entendu, la crise sanitaire que nous avons tous traversée a modifié un certain nombre d'éléments comportementaux. Ces modifications, aujourd'hui, n'ont probablement pas toutes été ingérées dans les entreprises et donc c'est un facteur supplémentaire sur ces éléments de RPS qu'on peut voir. Un mot sur votre baromètre, vous l'évoquiez, mais baromètre porté par Équilibre, où les chiffres sont mauvais, il y a de la souffrance au travail. Malgré tous les effets positifs et utiles d'exercer un emploi, d'avoir un emploi, de dignité, d'émancipation, on a aussi des collaborateurs dans votre baromètre qui disent souffrir, peiner, fatiguer au travail. Oui, c'était pas l'objectif initial du baromètre d'être dans une dynamique catastrophiste. C'était pas ce sujet-là. Le sujet était de pouvoir constater si le paradoxe que l'on constate chez nos clients, sur le terrain, dans les échanges, c'est-à-dire globalement le sentiment à travers des indicateurs très macro de satisfaction que globalement ça va plutôt bien, et en réalité ne pas comprendre un certain nombre de problématiques sur l'attractivité, sur les conflits au sein de l'organisation du climat social et des difficultés globales de management. Et ce que révèle ce baromètre, c'est un paradoxe entre la capacité dans le même temps d'exprimer plutôt une satisfaction globale en lien avec son entreprise, en lien avec son travail, notamment influencé par 2-3 variables clés, qui est la qualité de la relation avec les collègues. Et dans le même temps, on a 43% des personnes qui expriment, au cours des 6 derniers mois, c'est-à-dire entre janvier et juin 2025, du mal-être en lien avec leur travail. Et ce paradoxe, je pense que ça doit être le point de départ d'une discussion en comité de direction, en instance de gouvernance, parce que ne pas le comprendre, c'est peut-être laisser s'installer dans l'invisibilité du capital de l'entreprise, à un moment donné, eh bien, une perte de productivité significative. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Berthet? Est-ce que les COMEX, est-ce que les dirigeants ont dans leur scope ces enjeux de RPS? Parce qu'ils ont dans leur scope aujourd'hui, vu le contexte, des enjeux de finance, des enjeux de stratégie, peut-être même de réduction d'effectifs parfois. Est-ce qu'ils ont bien intégré que les RPS étaient une clé aussi de productivité et de maintien de leurs collaborateurs? C'est une excellente question qui, bien sûr, n'a pas de réponse univoque. Ça dépendra beaucoup des entreprises, de la culture d'entreprise et aussi des individus qui composent le COMEX. Donc il n'y a pas de réponse unique. Néanmoins, je crois que la perception de l'importance de ces sujets aujourd'hui fait jour. Parce qu'il y a effectivement un sujet de RPS au sein de beaucoup d'entreprises.
des RPS qui sont liés à l'entreprise, mais également d'importation de sujets externes à l'entreprise au travers des salariés. Le climat actuel, par exemple, peut contribuer à accentuer le mal-être. Le climat anxiogène un peu généralisé, lié à une situation géostratégique, lié à différents sujets politiques, en fait, sont importés au sein de l'entreprise. Les Français font, et ça c'est très positif, de plus en plus confiance à l'entreprise, souvent à leur cadre, pour les accompagner sur beaucoup de facteurs. Et finalement, dans la plupart des cas, ils n'ont plus beaucoup d'autres endroits en dehors de l'entreprise pour déverser des mal-être qui peuvent s'accumuler. Je ne suis pas en train de dire que le travail lui-même, l'entreprise, ne peut pas générer des facteurs supplémentaires. Ce que je dis, c'est qu'en fait, au sein de l'entreprise, c'est le point d'accumulation où doit être traité le sujet des RPS, parce que c'est là qu'on peut trouver des solutions, ou à défaut de solutions, du moins des facteurs d'accompagnement. Ce qui est important pour l'entreprise, on y revient, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact potentiel, les aspects négatifs, y compris en termes de valorisation financière, que peuvent entretenir. Parlons des coûts. C'est souvent un peu flou cette question des coûts liés au RPS. Le coût le plus évident, c'est l'absentéisme. Et on voit d'ailleurs un niveau d'absentéisme qui, ces derniers mois, a progressé. Arrêt maladie de courte durée ou des arrêts maladie de très longue durée. Oui, alors c'est surtout la progression des arrêts maladie de longue durée et en moyenne par rapport au nombre de jours d'absence par an, c'est une augmentation sur les dernières années de 10 jours en moyenne. Donc c'est l'indicateur d'une tendance qui nous dit que les choses ne vont pas en s'améliorant. Ouais, si vous le permettez, sur les coûts, on a aujourd'hui des études françaises, des études internationales qui font la démonstration plutôt rigoureuse parmi beaucoup d'autres que les coûts indirects à minima représenterait 3 fois les coûts directs. On arrive à 108 milliards d'euros en France sur le coût de l'absentéisme en coût direct et en coût indirect. C'est le budget de l'éducation nationale, c'est 4 fois le budget de la justice. C'est loin d'être neutre en termes de productivité, de recherche de productivité. Et je voulais revenir sur, si vous me le permettez, juste avant, les comités de direction, je pense, et permettez-moi ça, en tout cas pour ceux que je rencontre, sont bons élèves selon ce qu'on est en capacité de leur proposer. Et mon diagnostic aujourd'hui, c'est que dans la proposition de valeur pour faire face à ces phénomènes complexes que sont les risques psychosociaux et la façon dont ils sont en train de s'affuser dans l'organisation, on manque de propositions à la hauteur des enjeux. On est, à mon avis, aujourd'hui dans un déficit des mesures de prévention, non pas par absence de volonté d'y aller, mais dans une application assez scolaire, assez technique, d'une réponse qu'il faudrait différente. Et quand je pose la question dans le baromètre, j'ai un quart des salariés qui disent ne pas avoir été formés uniquement aux risques psychosociaux. J'ai la moitié des salariés qui pensent que leur entreprise n'agit pas concrètement, mais il faut donner plus de sens à la mise en mouvement et notamment apporter des indicateurs complémentaires aux indicateurs de climat sociaux en indiquant des éléments financiers en lien avec l'absentéisme, en lien avec la TMP, en lien avec le turnover. Et ça nécessite de mettre toutes les instances dirigeantes autour de la table. Sans pointer du doigt, alors que vous nous invitez ici à la REF, je dirais le management à la française qui est souvent pointé et opposé au management du Nord, au Danemark notamment. Est-ce qu'on a un problème dans la manière de manager nos équipes et qui pourrait être une des raisons, parce qu'on cherche à comprendre de ces salariés qui sont en mal-être, pour ne pas dire en très grande souffrance. Alors je ne sais pas s'il y a un biais culturel et je ne sais pas si les études internationales, les comparaisons auxquelles vous faisiez allusion font ressortir un certain nombre de points et ça m'intéresse effectivement d'avoir votre point de vue. Je ne peux que rajouter effectivement que pour un COMEX, traiter un sujet qui n'a pas de solution ou en tout cas sur lesquels on ne voit pas comment améliorer la situation, c'est quasiment infaisable. La logique Shadok veut que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et dans certains cas, les RPS, ça peut être un peu ça. Ça c'est terrible ce qu'on entend parce que oui, mais c'est important. On met sous le tapis parce qu'en fait globalement on ne sait pas trop comment le prendre. Hop, on le glisse sous le tapis. Mais je reviens sur ce que je disais. Il y a un vrai sujet de trouver l'alignement pour s'adresser au COMEX. Étape 1.
les éléments fondamentaux académiques que l'on connaît, c'est-à-dire mettre en place un diagnostic adapté, mobiliser la gouvernance autour d'une politique sur le sujet, former à minima sur les fondamentaux, les managers sensibilisés. Mais une fois, donc déjà, on peut faire le bilan de ces pratiques fondamentales et des pratiques de conformité listées dans le Code du travail. Donc j'encourage un audit de fiabilité des mesures à minima qu'on doit mettre en œuvre sur le sujet. Et une fois qu'on en est là, pouvoir aller analyser les causes racines au-delà de ce qui est visible pour pouvoir avoir une mesure de niveau stratégique au regard des impacts dont on est en train de parler. Un diagnostic, une photographie, puis ensuite des mesures adaptées. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin avant de mettre un feu rouge quand il y a un accident? Est-ce qu'on peut pas prévenir le conducteur, c'est-à-dire faire de la prévention pour éviter l'accident, justement? Si, bien sûr, c'est tout l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. Ben oui. C'est une question de sécurité, donc la sécurité au travail, ça est présente sur pas mal d'axes différents. Certains axes sont bien traités maintenant, généralement bien traités dans la plupart des entreprises. C'est vrai que cet axe-là est un peu plus immatériel, souvent un peu plus invisible, et donc il y a une évolution culturelle à accompagner. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu important, probablement pas qu'une évolution du domaine des RH, une évolution plus générale. Transversale, mais quand même, on l'évoquait tout à l'heure, sans faire de catastrophisme, on voit une augmentation du nombre de cas de burn-out, on voit des cas de dépression nerveuse de plus en plus forts. Y compris au sein des instances dirigeantes. Et chez les dirigeants et les managers, ne leur jetons pas la pierre. Ça aussi, c'est un coût caché, c'est un coût induit pour la collectivité, nos finances publiques, c'est un coût tout ça. Bien évidemment, je fais le bilan des interventions les dernières interventions de 2025 dans lesquelles j'ai pu intervenir au sein d'instances dirigeantes. Et le tour de table à la fin, je le trouve intéressant. Le tour de table à la fin, c'est ma représentation, ma compréhension du sujet après votre intervention n'est plus la même. Je reste fidèle. Je reste fidèle à ma représentation initiale selon laquelle on ne peut pas porter toutes les causes de ce sujet. En revanche, je comprends qu'on fait obligatoirement partie de la solution. Et ce point dont vous soulignez, c'est-à-dire quelles sont les solutions, elles existent aujourd'hui. Après, il faut choisir les bons partenaires pour être accompagnés sur le sujet. Il y a quand même un sujet qui est posé derrière tout cela et qui est un peu philosophique, c'est notre rapport, et vous l'évoquiez en introduction, notre rapport au travail qui a changé depuis 50 ans, et ce qui oblige malgré tout les dirigeants, les managers à s'adapter. On parle beaucoup de télétravail, on parle beaucoup de flexibilité, et effectivement le Covid a accéléré ces processus. Est-ce qu'on s'adapte ou est-ce que l'on est en train de durcir, qui vient provoquer des souffrances, de la fatigue, de l'épuisement professionnel? Alors, c'est une excellente question qu'on peut même probablement globaliser en disant qu'il y a un lien sur quelle est la place du travail dans notre société. Exact. Cette place, elle a probablement beaucoup évolué au cours des 10 ou des 20 dernières années. La question fondamentale pour notre société, est-ce que nous voulons continuer dans cette évolution ou est-ce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, cette évolution conduit à des travers qui sont difficilement traitables, par exemple des travers financiers de dette de l'État, et qu'il faut quelque part réhabiliter la fonction travail. Je ne suis pas en train de dire qu'en réhabilitant le travail dans l'écosystème global, on va résoudre les RPS, mais en tout cas, on les aborderait probablement de manière un petit peu différente. Donc oui, il y a vraiment des sujets sociétaux derrière la question que vous posez. Quelle est votre analyse, vous, de votre côté, qui avez un cabinet équilibre et qui accompagnait les dirigeants, les organisations? D'où vient la source profonde de ce mal-être ou de ce mal? Ça vient d'où? Je pense que les entreprises peuvent constituer, dans ce mal-être global, c'est pas que le mal-être au travail qu'on observe à travers les différentes études, peuvent constituer un repère, des repères et des repères fondamentaux. Parce que quand on regarde le niveau de mobilisation en matière d'environnement de travail, en matière de qualité des relations, l'ensemble des mesures qui méritent d'être complétées, mais encore faut-il savoir comment, c'est le sujet que vous posiez. On a au sein de l'entreprise, en France en tout cas, ou des entreprises en France, un certain nombre de mesures qui font de l'entreprise plutôt un ensemble de repères protecteurs que l'inverse. Néanmoins, dans ce rapport à l'autre, dans ce rapport au travail, dans l'exigence que l'on peut avoir de l'équilibre entre les temps du travail et les temps personnels, il y a un besoin de dialogue plus important pour se comprendre. L'évolution des besoins, l'évolution de la société va beaucoup plus vite que la capacité d'un certain nombre d'organisations de s'y adapter. Donc, développer l'agilité et développer l'écoute au cœur de cette agilité, dans un cadre qu'il faut pouvoir partager de façon extrêmement claire, avec une orientation, avec une direction, avec une politique claire pour embarquer, sont des axes à mettre en œuvre.
C'est l'œuf et la poule, ce que vous évoquez, parce que j'entends d'un côté, les collaborateurs doivent aussi s'adapter au travail pour créer de la richesse, de la valeur, réduire notre dette, et de l'autre, on entend un autre discours qui dit c'est aussi aux entreprises de s'adapter, je dirais, j'allais dire, désir, le mot est un peu fort, mais au desiderata des collaborateurs. C'est l'œuf et la poule qui s'adapte à qui là? C'est l'œuf et la poule et c'est bien un sujet sociétal. Comment est-ce qu'on réussit tous ensemble à construire une société? Les salariés finalement trouvent que l'entreprise est un lieu dans lequel ils ont confiance, dans lequel ils sont bien, et c'est également le lieu dans lequel les RPS se concrétisent. Donc c'est bien l'œuf et la poule, mais finalement la poule continue à pondre. Juste vous qui êtes confronté aux dirigeants, vous posez le diagnostic, vous ouvrez les chakras, on vous dit je suis plus le même après vous avoir entendu, et qu'est-ce qu'on déploie derrière? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? De la prévention, des outils, des formations de managers? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Oui, et tout ça, déjà le fait d'en faire un point suivi dans les instances de gouvernance, pas simplement au sein des CSE. Je souhaite vraiment qu'on puisse développer le dialogue social et les dynamiques paritaires sur ces thématiques-là, et j'y vois un vrai enrichissement dans les retours d'expérience que l'on peut avoir, et on les accompagne, et faire en sorte qu'il y ait des points suivis sur ce sujet. Ça ne peut pas être l'affaire d'un one-shot à un moment donné parce qu'on a fait venir quelqu'un sur une sensibilisation. Pour ça, il faut l'inscrire dans une démarche à la fois de maîtrise du risque et de développement de la performance comme on le ferait sur d'autres sujets, identifier des indicateurs transverses à l'ensemble des fonctions de l'entreprise, ce qui va donner du sens à se rassembler sur ce sujet, être en capacité de le mesurer pour évaluer le retour sur investissement et accompagner les prises de décision de ce que l'on pourrait mettre en œuvre en termes de formation, en termes de diagnostic, mais surtout, et j'insiste, avoir des démarches de diagnostic qui permettent d'aller au-delà de ce qui est visible pour identifier les réelles causes racines. Et les moyens existent, on peut se rassembler pour faire en sorte que le mal-être ne soit plus une fatalité et reprendre la main sur ce sujet pour un futur du travail plus à la hauteur des attentes de productivité. Je rebondis sur ce que dit Jean-Christophe Villette. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, il est essentiel dans les enjeux RPS parce qu'eux-mêmes commandent d'ailleurs des baromètres. Ce sont les partenaires sociaux qui sont en dialogue direct avec les RH sur les sujets de QVCT et notamment de RPS. Ils ont un rôle à jouer, ces partenaires sociaux. Comment vous les regardez? Oui, ils ont bien sûr un rôle à jouer. Les RPS sont vraiment une thématique qui fait partie des éléments du dialogue social sur lequel il y a une vraie synergie à trouver entre le côté du comité de direction et le côté des organisations syndicales de l'entreprise. Alors oui, bien sûr, le CSE est un bon lieu. C'est pas non plus le lieu unique où ces sujets doivent être abordés, loin de là. Mais les partenaires sociaux ont un réel atout à jouer. C'est le CSSCT dans lequel les sujets du RPS sont traités et pas au CSE, puisqu'en fait c'est l'équivalent du CHSCT. Oui, après ça dépend des entreprises et effectivement le CSE est une globalité. Dans la vôtre, c'est dans le même... C'est un CSE. C'est un CSE qui gère ces sujets. Absolument. Et vous, en tant que dirigeant, parce que c'est intéressant, vous représentez le MEDEF, je l'évoquais, j'ai peut-être mal posé ma question au départ, on n'en parlait pas il y a 50 ans ou il y a 45 ans quand vous démarrez votre carrière. Aujourd'hui, c'est un sujet prégnant. Comment vous vous en êtes emparé, vous, en tant qu'être humain et dirigeant? Alors, comment je m'en suis emparé, c'est une question qui est bien sûr très vaste, mais les RPS, les risques psychosociaux, sont un sujet de management. C'est central au cœur du management. Ça fait partie de la qualité de vie au travail, ça fait partie du bien-être des salariés, ça fait partie du dialogue social. Donc, je dirais que c'est assez basique. Le traitement des RPS, tout le monde en faisait avant. C'est la prose de Monsieur Jourdain. Donc aujourd'hui, effectivement, probablement ce qui est nouveau, c'est la manière de les aborder, donc de mieux détecter l'invisible, de mieux pouvoir traiter en amont. Et là-dessus, il y a des marges de progrès, donc il faut utiliser ces marges de progrès. Après, prendre en compte la réalité de ces RPS, l'immense majorité des entreprises le faisaient déjà. Jean-Christophe Villette, on sort de notre zone de confort, mais ça va interpeller Bruno Berthet quand on voit que beaucoup d'entreprises commencent à, non pas supprimer, mais réduire considérablement le télétravail, alors que les salariés plébiscitent le télétravail. Je pense à la Société Générale, je pense à quelques autres qui ont provoqué d'ailleurs des grèves. On voit quand même que ça se tend malgré tout sur ces sujets. La suppression d'un jour de télétravail ou de 2 jours fériés comme annoncé peut provoquer des risques
psychosociaux, non? Oui, alors sur ce sujet, toute prise de décision sur ce sujet qui ne s'appuie pas sur un diagnostic partagé va être l'objet de dynamiques conflictuelles au sein du dialogue social. Ce qui est important, et vraiment je plaide pour ça, c'est d'avoir des diagnostics au niveau des enjeux, au sein de chaque organisation, et de bien faire la différence. On a deux grands chemins à un moment donné pour agir. Comme si je reprends le sujet de l'absentéisme, on peut agir au niveau individuel, sur la sensibilisation, sur plus de contrôle, voilà, sur plus de moralisation, sur plus de formation individuelle, ou on peut agir sur la structure du travail. Et en réalité, toutes les études montrent que l'impact des mesures individuelles, y compris les résultats des organismes de contrôle sur la triche supposée de l'absentéisme, c'est en moyenne 10% de contrôles qui ont pu occasionner, selon les statistiques, un contrôle d'une irrégularité. Donc c'est très peu et c'est marginal dans l'impact par rapport aux actions sur la structure du travail. Donc quand les gens s'arrêtent, vous nous dites c'est réel, c'est concret. Ils sont en souffrance. Majoritairement, ils sont en souffrance et majoritairement, ils sont en souffrance pour des causes psychosociales. Il y a de la triche, oui, ça existe. Ça reste aujourd'hui marginal. Ça fait partie d'une partie certainement invisible qu'il faut suivre au même titre que d'autres, mais ce n'est pas l'action prioritaire. L'action prioritaire est vraiment de s'intéresser à la capacité dont on peut restructurer le travail et orienter l'organisation pour un impact plus positif. C'est la cloche, l'émission est terminée, ça c'est un indicateur sonore. Merci à vous Jean-Christophe Villette, directeur général d'Équilibre, vice-président de la FIRS. J'indique à nos téléspectateurs qu'on peut consulter votre baromètre sur le site d'Équilibre. Et notre expertise associée, bien sûr. Et l'expertise associée, l'analyse. Merci de nous avoir rendu visite, de nous avoir éclairé. Merci Bruno Berthet de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Je peux me permettre, on est dans votre événement, la REF 2025. Plus que les bienvenus et bientôt la fin de cette REF en attendant la prochaine en 2026. Et réciproquement, vous revenez évidemment quand vous voulez sur le plateau que vous connaissez, le plateau de Bismart, Bismart for Change. Merci à vous deux messieurs, vice-président, je le précise, et président du MEDEF Île-de-France. Merci à vous, merci de votre fidélité. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup de dirigeants qui étaient là. Je vous dis à très très bientôt évidemment. Merci pour votre fidélité.